Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de French Boulevard. Merci de votre fidélité pour ce nouveau numéro de votre rendez-vous « Ce qu'il faut savoir ». Aujourd'hui, nous plongeons dans une réalité que la société préfère souvent occulter, le silence assourdissant des couloirs de nos prisons. Récemment, un fait a glacé l'opinion en Guadeloupe, la demande de Jordan Rizzi à la barre de pouvoir contacter les pompes funèbres en cas d'urgence. Précisons-le d'emblée, nos propos ne sont ici ni un plaidoyer pour l'homme, ni une mise en accusation. Mais cette demande macabre agit comme un révélateur brutal. Elle montre à quel point l'État doit, de toute urgence, revoir sa manière de traiter et d'accompagner les détenus sur le plan psychologique. Car lorsque la morgue devient l'unique horizon perçu, c'est tout le système de santé mentale carcérale qui est en faillite. Voici ce qu'il faut savoir sur l'hécatombe derrière les barreaux. Section 1. Un révélateur macabre. Alors replaçons un peu le contexte. Fin avril 2026, l'ancien animateur Jordan Rizzi est mis en examen à Pointe-à-Pitre et placé en détention provisoire. Mais au-delà du fait divers, c'est cette fameuse demande glaçante concernant les pompes funèbres qui nous sert aujourd'hui de point d'entrée. Une véritable loupe sur une défaillance systémique bien plus vaste. On va être très clair d'emblée, et j'insiste vraiment là-dessus. Notre posture dans ce décryptage est une neutralité absolue. On n'est pas du tout là pour juger les dossiers en cours d'instruction, ni pour débattre de la culpabilité de qui que ce soit. Cette neutralité, c'est ce qui nous permet de prendre du recul et d'observer la structure même du système carcéral. On est en droit de se poser la question, comment une institution de l'État, censée punir oui, mais aussi protéger, peut-elle générer un tel niveau de détresse psychologique? Pour comprendre, il faut regarder les faits, les données froides et cliniques. Section 2. Les chiffres du désastre. Plongeons direct dans les données et accrochez-vous bien, parce que ce premier chiffre fait froid dans le dos. Le taux de suicide en prison est 7 fois supérieur à celui de la population générale. 7 fois. Ce qui saute aux yeux ici, c'est l'extrême létalité de cet environnement. On a souvent tendance à l'oublier, mais la détention, ce n'est pas juste être privé de liberté. Pour énormément de gens à l'intérieur, ça devient un accélérateur tragique de désespoir. D'ailleurs, en France, si on regarde l'évolution, la mortalité par suicide des détenus a grimpé en flèche au cours des dernières décennies. Et ça s'explique en grande partie par un fait indéniable, l'état de santé mentale catastrophique à l'arrivée. Rendez-vous compte, 8 détenus masculins sur 10 souffrent d'au moins un trouble psychiatrique. 8 sur 10. Et on ne parle pas d'une petite baisse de morale passagère. Plus d'un tiers d'entre eux, 36% très exactement, ont des maladies psychiatriques jugées sévères. Concrètement, ça veut dire que nos prisons gèrent au quotidien des milliers de personnes avec des besoins médicaux massifs, ultra complexes et chroniques. Si on regarde un peu plus dans le détail, les affections sont vraiment lourdes. Environ la moitié des détenus souffrent d'addictions sévères ou de troubles liés à l'usage de substances. On a aussi un bon tiers qui présente des troubles de l'humeur, ce qui inclut des dépressions profondes. Et puis, environ 16% vivent avec des syndromes psychotiques. Au fond, ces statistiques, elles nous disent quoi? Elles nous montrent que la population carcérale, c'est ni plus ni moins qu'un miroir grossissant des populations les plus précaires et vulnérables qu'on trouve à l'extérieur. Section 3. Les racines du mal. Alors, la grande question, c'est pourquoi la prison est-elle devenue une telle cocotte-minute psychologique? Évidemment, l'enfermement physique en lui-même fait peser un poids immense sur le cerveau humain. Mais l'histoire commence bien avant les barreaux. Les études nous montrent que ceux qui franchissent les portes d'une prison portent souvent un bagage traumatique énorme. Par exemple, une étude récente a révélé que 74% des hommes et 86% des femmes interrogées avaient subi des négligences ou de graves abus pendant leur enfance. Prenez cette vulnérabilité initiale extrême et ajoutez-y le choc, le stress permanent et la violence de l'environnement carcéral, c'est littéralement une poudrière. Et par-dessus tout ça vient se greffer une variable totalement dévastatrice, la surpopulation. Prenons nos voisins belges par exemple. Un rapport de leur conseil pénitentiaire paru en décembre 2025 pointait un taux de surpopulation catastrophique de 22%. Vous imaginez ce que ça représente au quotidien. Entasser des êtres humains dans des espaces minuscules, ça anéantit la dignité de base. Ça fait exploser les tensions, ça tue la moindre parcelle d'intimité et fatalement, ça détériore l'équilibre mental. Les pathologies préexistantes dont on parlait juste avant s'aggravent à une vitesse vertigineuse dans ces conditions. En plus, comment gère-t-on la crise ou les conflits à l'intérieur? Très souvent, par l'isolement disciplinaire. C'est utilisé pour calmer l'agitation ou punir les infractions, mais les effets sont tout bonnement destructeurs. Priver un être humain de tout contact social et de tout stimulus sensoriel, ça ne calme pas le jeu. Ça accélère ce qu'on appelle la décompensation psychiatrique et ça fait flamber les idées suicidaires. Aujourd'hui, les experts sont unanimes sur le sujet. Laisser une personne isolée en tête-à-tête avec ses propres démons, c'est presque toujours plus dommageable que bénéfique. Section 4. Une prévention en échec. Face à ce tableau ultra sombre, vous vous demandez sûrement, mais que fait l'administration? Sur le papier, figurez-vous qu'une structure de prévention existe bel et bien. Normalement, ça se passe comme ça. À son arrivée, le détenu fait un passage au quartier arrivant pour une première évaluation. Ensuite, des commissions pluridisciplinaires uniques, les fameuses CPU, se réunissent.
Leur job, c'est d'évaluer les risques en croisant les avis des surveillants, des médecins, etc. Et si un voyant rouge s'allume, on déclenche un plan de protection individualisé. Ça peut être des rondes plus fréquentes, placer la personne avec un codétenu de soutien, bref. L'architecture pour empêcher le pire, en théorie, elle est là. Mais voilà la faille, et elle est béante. Selon les chiffres de Santé publique France, 44% des détenus qui ont fini par mettre fin à leur jour avaient déjà été repérés par l'administration comme présentant un risque suicidaire. Près de la moitié. Ça veut dire que le système n'est pas aveugle. Il arrive souvent à identifier les personnes en danger de mort, mais il échoue dramatiquement à les sauver. C'est le symptôme d'une fracture totale entre la détection d'une urgence absolue et la capacité concrète de l'institution à y apporter une vraie réponse médicale. Et pourquoi un tel raté ? Eh bien parce que la machine opérationnelle craque de partout. Les ressources manquent de façon alarmante. Une étude menée dans le nord de la France a révélé un chiffre ahurissant. 40% des postes de psychiatrie en milieu carcéral sont vacants. 40%. Les soignants et les surveillants qui sont là font ce qu'ils peuvent, mais ils sont complètement surmenés. Autre énorme problème, la continuité des soins. La nuit ou le week-end, le suivi médical est quasi inexistant. Comment voulez-vous prévenir un acte de désespoir imprévisible quand les pros formés pour ça ne sont tout simplement pas assez nombreux sur le terrain ? Section 5. Reconstruire le système. Face à ce constat d'échec total, les experts tirent la sonnette d'alarme et ne demandent pas des rustines, ils exigent une refonte structurelle. Leurs recommandations sont claires. D'abord, il faut transférer totalement les compétences sanitaires au ministère de la Santé pour s'assurer que le médical soit vraiment indépendant du sécuritaire. Ensuite, il faut des moyens concrets. La norme devrait être d'un psychiatre pour 30 patients. Il recommande aussi de supprimer cet isolement disciplinaire destructeur et de le remplacer par des espaces de retrait contrôlés avec un vrai suivi. Et pour finir, la solution qui fait l'unanimité chez les soignants, arrêter d'incarcérer des gens qui relèvent de la psychiatrie lourde et développer massivement les alternatives à la prison. Finalement, cette phrase issue des rapports résume parfaitement l'impasse dans laquelle on se trouve. Je cite, « La prison n'est pas adaptée pour prodiguer des soins unis pour prendre en charge des personnes que leur pathologie rend dépendantes. C'est le nœud du problème. La prison, c'est une institution pensée pour punir et mettre à l'écart. Ce n'est pas un hôpital, et on ne la transformera jamais en hôpital. Exiger d'un tel environnement qu'il soigne des pathologies psychiatriques sévères tout en maintenant la contrainte carcérale, c'est une immense contradiction. Une contradiction qui, tragiquement, coûte la vie à des dizaines de personnes chaque année. » Ce dossier nous place face à une question fondamentale, celle de l'humanité et des manquements de notre État face à ceux qu'il est censé punir, mais dont il doit aussi garantir l'intégrité mentale. Au-delà des cas individuels qui font la une, c'est la structure même de l'accueil psychiatrique en prison qui doit être reconstruite pour que l'enfermement ne soit plus une sentence de mort psychologique. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir été présents sur French Boulevard. On se quitte sur cette réflexion nécessaire et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Ce qu'il faut savoir.